Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on aborde un problème relatif à la résolution des problèmes d'élasticité par la méthode des déplacements. En effet, il s'agit de déterminer le champ de déplacement d'une poutre soumise à une flexion simple à partir de la simple connaissance du champ de contrainte. L'objectif principal est de vous initier à la démarche à entreprendre pour résoudre ce type de problème. Examinons tout d'abord l'énoncé du problème. On considère une poutre droite d'axe OX. Cette poutre droite d'axe OX de section rectangulaire. On a représenté la section rectangulaire dont la hauteur est 2h et la largeur 2b. La poutre est encastrée dans un massif à une extrémité où l'abscisse est égale à x égale à 0. L'abscisse de cette section droite, est encastrée dans un massif. Le massif, il est hachuré. Donc, cette extrémité, elle a pour coordonnée x égale à 0. L'autre extrémité, x égale à L, cette extrémité-là, est soumise à un effort tranchant P. Vous avez un effort tranchant P appliqué sur cette extrémité. P, le vecteur P, est égal à P, il est dans la direction opposée à Y, donc c'est moins PY, appliqué au centre de gravité de G de la section droite. Cette section droite a pour centre de gravité G. Donc là, l'effort tranchant P, il est appliqué au point G. Les coordonnées du point G sont x égale à L, y égale à 0 et z égale à 0. Les forces de volume sont négligeables. On suppose que l'épaisseur de B est faible par rapport aux autres dimensions de la poutre. C'est-à-dire 2B, la largeur, est faible par rapport à la hauteur 2h et la longueur L. Donc on peut conclure que il s'agit d'une poutre mince. Même si ici la section, le dessin n'est pas représenté à l'échelle. Par conséquent, on peut admettre l'hypothèse d'un état plan de contrainte. Alors, en tout point M de la poutre, les composants du tenseur de contrainte sont comme suit. Sigma xx est égal à P sur I, L moins xy, où I représente le moment d'inertie par rapport à l'axe des ailes, qui est en fonction de la géométrie de cette poutre, 4/3 de BH3. Sigma YY est égal à 0 et sigma XY est égal à moins P sur 2I que multiplie H au carré moins Y au carré. X et Y étant les coordonnées d'un point M quelconque. On demande de calculer premièrement, de faire une vérification. Vérifie les équations d'équilibre et les conditions aux limites en contrainte. Deuxième vérification, vérifie les équations de Beltrami. Troisièmement, déterminer le champ de déplacement U de M, c'est-à-dire le vecteur déplacement U de M, et en déduire la déformée de la ligne moyenne, c'est-à-dire la ligne qui a pour axe X égale à Z, plutôt Y égale à Z égale à 0. Cet axe, c'est-à-dire c'est l'axe des X. Avant de procéder à la résolution de ce problème, j'aimerais bien faire un petit rappel sur le cours qu'on a déjà fait sur la résolution des problèmes d'élasticité par la méthode des déplacements.
Il est établi que cette méthode est surtout employée dans le cadre où le champ de contrainte est a priori connu, comme dans ce cas de problème. Remarquons que pour ce problème, que les questions sont posées de manière à vous orienter vers la solution finale qui consiste à déterminer le champ de déplacement. Donc, si on connaît le champ de contrainte ou tenseur de contrainte, on doit faire des vérifications sur ce champ de contrainte. Premièrement, il doit satisfaire les équations d'équilibre, vérifier les équations d'équilibre. Il doit satisfaire aussi les conditions aux limites. En plus de ça, on doit vérifier les équations de compatibilité du champ de déformation qui en découle. Ces équations de compatibilité, quand elles sont écrites sous forme de contrainte, on les appelle les équations de Beltrami. Donc, une fois vérifié les équations de Beltrami, on a systématiquement le champ de déformation qui découle de ce champ de contrainte, et ce champ est compatible. Donc, par le biais de la loi de comportement, sigma ij est égal à 1 plus nu sur E sigma ij, moins nu sur E sigma ll delta ij, on détermine les 6 composantes du tenseur de déformation. 6 composantes parce que c'est symétrique. Une fois connu le tenseur de déformation, par intégration, on détermine les 3 composantes du vecteur de déplacement. À son tour, ce champ de déplacement doit satisfaire aussi les conditions aux limites en déplacement. Comme à l'accoutumée, et pour optimiser votre compréhension, je vous invite à mettre cette vidéo en pause afin de résoudre le problème par vous-même. Vous pourrez ensuite la reprendre pour découvrir la solution. Réponse à la première question. Vérification des équations d'équilibre et des conditions aux limites en contrainte. On commence par la vérification des équations d'équilibre. Donc on a le tenseur de contrainte. L'équation d'équilibre consiste à vérifier l'équation qui est donnée sous forme indicielle, sigma ij, J plus Fi égale à 0, comme les forces de volume sont nulles. On rappelle ce sigma ij, J, virgule signifie la dérivation par rapport à l'indice. Première équation scalaire de cette équation, sigma x, virgule x, plus sigma x, y, virgule y. Sigma x, virgule x, c'est-à-dire on dérive la composante sigma xx par rapport à x. Sigma x, y, virgule y, on dérive la composante sigma xy par rapport à y. Et on peut voir que sigma x, virgule x est égal à moins p sur iy, et sigma xy qu'on dérive par rapport à y, c'est plus p sur iy. Donc, cette somme est égale à 0. Deuxième équation scalaire. Sigma yx, virgule x. Sigma yx, cette composante, ne dépend pas de x. Donc, sa dérivée est nulle. Donc, deuxième équation scalaire vérifiée. La troisième équation, puisqu'on a un problème plan, c'est une équation triviale, 0 égale à 0. Par conséquent,
les équations d'équilibre sont vérifiées. La deuxième partie de la première question consiste à vérifier les conditions aux limites en contrainte. Je rappelle que les conditions aux limites en contrainte incluent les contraintes ou forces appliquées sur les frontières. Nous avons ici une seule force ponctuelle appliquée sur cette face. Quelles sont maintenant les faces qui sont concernées par les conditions aux limites? On a la face supérieure, la face inférieure et les deux faces de gauche et droite qui sont libres. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte, aucune force qui est appliquée sur ces faces. On a la face de l'extrémité sur laquelle on applique une force ponctuelle appliquée au point G. Donc, chacune des faces est caractérisée par sa normale et par les coordonnées des points qui appartiennent à cette face. On a les quatre faces, c'est-à-dire la face supérieure, la face inférieure et les deux faces de gauche et droite. Donc les quatre faces ont pour normale, par exemple la face de haut a pour normale Y, la face du bas a pour normale moins Y, les faces de droite et de gauche ont pour normale respectivement Z et moins Z. La face de l'extrémité de la poutre x égale à L a pour normale N, sa normale, est égale à X. Elle est portée par l'axe des X. Et elle est chargée par la force ponctuelle P, appliquée au centre de gravité G. Vérifier les conditions aux limites en contrainte consiste à s'assurer que le champ de contrainte proposé est conforme aux conditions imposées sur les frontières. Pour ce faire, il est nécessaire d'étudier l'équilibre des forces sur chacune des faces qui délimitent la poutre. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines diapositives. On va d'abord examiner l'équilibre des forces exercées sur la face chargée, c'est-à-dire la face qui est située à l'extrémité de la poutre. Cette face. Les points qui appartiennent à cette face ont pour coordonnées x égale à L, y compris entre moins h et plus h, et z compris entre moins b et plus b. Afin d'étudier l'équilibre de cette face, on va découper la poutre par un plan qui est parallèle à cette face. Donc on va découper une couche très fine qu'on va appeler une membrane, comme le montre cette animation. Donc on va découper. Le résultat de la découpe, il va nous donner cette membrane. Pourquoi je parle de membrane? Parce qu'elle a une épaisseur très fine. Donc elle est caractérisée par les deux faces. La face qui est chargée par la force P et l'autre face correspond au plan de découpe. Donc la face qui est chargée est de normale N égale à X et la face qui correspond au plan de découpe a pour normale moins X. Examinons l'équilibre en étudiant les forces qui s'exercent sur chacune des faces de cette membrane. Alors sur la face chargée est exercé
le torseur des efforts extérieurs, taux extérieur. Comme on le sait, un torseur, il est composé d'une résultante et d'un moment résultant. On va exprimer ce torseur au point de réduction, le point G. Donc sur cette face, le torseur des actions mécaniques taux extérieur et a pour composante Rx la force ponctuelle P et un moment résultant au point G égal à 0. Sur l'autre face, qui correspond au plan de découpe et qui représente, on va représenter l'action mécanique du tronçon restant de la poutre sur la membrane. Donc c'est pour la maintenir en équilibre. On appelle ce torseur le torseur de cohésion, parce qu'il permet de maintenir cette, si on fait la coupe, pour la maintenir en équilibre, on exerce ce torseur. Ce torseur, il fait intervenir les forces intérieures. Donc ce torseur a pour composante de vecteurs le vecteur R cohésion et le moment cohésion qui doivent être exprimés au même point de réduction G. Afin de réaliser l'équilibre, il faut que la somme de ces deux torseurs doit être nulle. Donc le torseur des efforts extérieurs, on le connaît. On doit déterminer le torseur des efforts de cohésion. Donc la résultante R cohésion, c'est la somme de toutes les contraintes qui sont appliquées sur cette facette. Cette facette qui a pour normale moins x. C'est-à-dire la facette qui représente qui est en contact avec le tronçon restant de la poutre. Donc c'est pour ça qu'on a moins x. Et comme on connaît le théorème de réciprocité des contraintes, T de m moins x est égal à moins T de mx. dx dz représente l'élément de surface sur la facette. On sait que le vecteur contrainte est égal au produit contracté du tenseur de contrainte par la normale à cette facette qui est la normale x. D'accord? Donc là, on a cette égalité donc le vecteur contrainte au point M relativement à x et on met le moins. Le vecteur résultant, vecteur des moments résultants, mg de cohésion, ça sera la somme des vecteurs, la somme d'un produit vectoriel, de tous les vecteurs produits vectoriels, de gm. Donc, si on prend un point M, donc on va mettre tous les vecteurs gm. Ce vecteur gm par le vecteur contrainte. Donc on va faire ce produit vectoriel et faire la sommation sur toute la surface en variant y de moins h à plus h et z de moins b à plus b. Donc on a une intégration à faire. Calculons le premier vecteur du torseur de cohésion, c'est-à-dire le vecteur R cohésion. Ce vecteur est donné par moins l'intégrale du vecteur contrainte t au point M relativement à la facette de normale x d
Y dz, c'est-à-dire c'est l'élément de surface sur cette section droite. Le vecteur contrainte, c'est le produit sigma m par x, produit contracté. On a le tenseur général dans toute la structure. On va l'adapter à la face x égale à L. On sait que tous les points qui appartiennent à cette face ont pour coordonnée x égale à L. On va remplacer x par L. Donc si on remplace x par L, on aura ce terme-là sera nul. Donc le tenseur de contrainte au point M appartenant à cette face se présente sous cette forme-là. On va faire maintenant le produit contracté pour déterminer le vecteur contrainte. Le vecteur contrainte, sigma n, et on aura le vecteur contrainte qui agit en un point M quelconque de cette facette. Vous voyez qu'il dépend de la coordonnée y. Après avoir calculé le vecteur contrainte sur la facette, qui est non nulle uniquement sur la deuxième composante, c'est-à-dire la composante suivante y, on va calculer la résultante R cohésion, qui est l'intégrale de moins le vecteur contrainte au point M que multiplie l'élément de surface dy dz de la section, en remplaçant le vecteur contrainte qui est égal à moins P sur 2EI h au carré moins y au carré, et qu'on multiplie par dy dz, qui est porté par l'axe des y. Et on va décomposer maintenant. Donc on a le moins, avec le moins, on va avoir plus, et on va sortir P sur 2EI, et on va intégrer, on va la décomposer en deux. La première intégrale, ça sera h au carré dy dz, et la deuxième partie, ça sera moins y dy dz. Et on pose les bornes d'intégration de y variant de moins h à plus h, et de z de moins b à plus b. On arrive à la solution finale, et qu'on peut simplifier maintenant. Vous avez le 8 avec le 2 fois 4, ça fait 8, le 3 avec le 3, le h à la puissance 3 avec le h à la puissance 3, le b avec le b. Donc, la résultante des efforts de cohésion sera égale à P, Y. Comme on le sait, nous devons, la condition requise, c'est le torseur des efforts extérieurs plus le torseur des efforts de cohésion doivent être égal à 0. Donc on doit avoir l'égalité pour les deux vecteurs. Donc on a déterminé déjà, on connaît déjà le torseur des efforts extérieurs. Son premier vecteur, c'est moins PY. Donc, R extérieur, c'est moins PY. R cohésion, c'est PY. Donc, R cohésion plus R extérieur égale à 0. On a vérifié la première équation vectorielle des torseurs. On va passer maintenant à la vérification de la deuxième
équation pour voir si mg extérieur est égal à mg cohésion. On passe maintenant au calcul du deuxième vecteur du torseur de cohésion, le torseur moment, mg cohésion, qui est donné par ce produit vectoriel. Donc nous devons d'abord calculer le vecteur gm. Le vecteur gm. Le vecteur gm est égal à OM moins OG. Donc les coordonnées de gm, ce sera 0, y, z. On peut faire maintenant, on fait le produit vectoriel de g1 par le vecteur contrainte et on calcule la composante mgx cohésion. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé donc le moment mg cohésion, il a les trois coordonnées mgx, mgy, mgz. Or, mgy, mgz sont nuls, donc il nous reste que calculer mgx, qui est donné par cette relation. On fait sortir P sur 2i parce que c'est constant. Et on a les bornes d'intégration pour z variant de moins b à plus b et pour y variant de moins h à plus h. Vous voyez que l'intégrale ici, z dz variant de moins b à plus b, quand on va calculer cette intégrale est égale à 0. Donc, la condition requise pour le deuxième vecteur du torseur, entre les torseurs extérieurs, des efforts extérieurs et des efforts de cohésion, quand on va les faire vers la somme, donc on a pour le moment du torseur de cohésion au point G est égal à 0 et le moment au point G des efforts extérieurs et cohésion, ils sont égaux à 0. Donc la deuxième équation vectorielle des torseurs est vérifiée. Donc on peut dire que le champ de contrainte donné vérifie les conditions aux limites pour la face, cette face-là qui est l'extrémité, qui est soumise à l'effort P. On va passer maintenant au calcul, à la vérification des conditions aux limites sur les quatre facettes, la facette supérieure, la facette inférieure, plutôt la face supérieure, la face inférieure, et les faces de droite et de gauche. Pour les quatre faces libres, il suffit de démontrer que le vecteur contrainte agissant sur ces faces est nul. On va commencer d'abord par les deux faces libres, la face supérieure et la face inférieure. La face supérieure a pour normale n est égal à y, la face inférieure a pour normale n égale moins y. Les points qui appartiennent à cette face ont pour coordonnées x variant de 0 à L. Pour la face supérieure, y est égal à h. Et pour la face inférieure, y est égal à moins h. Z varie de moins b à plus b. Donc on va exprimer le tenseur de contrainte qui appartient à ces deux faces. Et comme y est égal à plus h pour la face supérieure, et y est égal à moins h pour la face inférieure, on aura ici y au carré qui sera égal à h au carré, que ce soit pour la face supérieure ou la face inférieure. Donc on aura h au carré moins h au carré, ça va donner 0.
Donc le vecteur contrainte qui agit sur le tenseur de contrainte qui agit sur ces deux faces, il aura cette forme, plus h pour la face supérieure et moins h pour la face inférieure dans cette relation de sigma xx. On va faire le produit contracté de sigma par y, et ce produit contracté, il va nous donner 0. Donc, on a prouvé, on a vérifié les équations que cette face, le tenseur de contrainte, il va nous donner un vecteur contrainte nul et ça correspond aux deux faces qui sont libres, c'est-à-dire qui ne sont sollicitées par aucune contrainte ou aucune force ponctuelle. Passons maintenant aux deux autres faces qui sont situées à gauche et à droite. Pour ces deux faces, l'une a la normale z et l'autre moins z. Et les coordonnées des points qui appartiennent à ces deux faces, pour toutes les deux faces de droite ou de gauche, x varie de 0 à n, et y varie de moins h à plus h. Et pour la coordonnée z, elle est égale à plus ou moins b. Elle est égale à plus ou moins b. Donc quand on fait le produit tensoriel de sigma au point m qui appartient à ces deux faces par z, on aura là aussi un vecteur nul. Par conséquent, on peut conclure que le champ de contrainte donné vérifie les équations d'équilibre et est compatible avec les efforts imposés aux frontières. Par conséquent, le champ de contrainte est statiquement admissible. Statiquement admissible parce qu'il vérifie les équations d'équilibre et les conditions aux limites sur la frontière de la poutre considérée. Réponse à la deuxième question. Vérification des équations de Beltrami. Nous avons le tenseur de contrainte. Nous pourrons examiner les composantes de ce tenseur de contrainte et on constate que sigma xx se présente sous forme d'une fonction bilinéaire car elle est linéaire par rapport à chacune des variables x et y. Donc elle est bilinéaire par rapport aux deux coordonnées x et y. Cependant, la composante sigma xy se présente sous forme d'une fonction quadratique car elle apparaît au carré, c'est-à-dire d'ordre 2, par rapport à la variable y. Les équations de Beltrami sont exprimées par 6 équations scalaires. Vous avez ces 6 équations scalaires. Examinons maintenant chacune de ces équations, lesquelles garantissent directement, si elles sont vérifiées, elles garantissent les équations de compatibilité en termes de déformation. Première équation. On a le Laplacien de sigma xx. On a dit que sigma x est bilinéaire en fonction de x et y. Donc le Laplacien égale à 0. Il est de même ici que la seconde dérivée de sigma xx par rapport à x égale à 0. Donc la première équation est vérifiée. Passons à la deuxième équation. Sigma y est égal à 0. Sigma xx, comme on vient de dire, elle est bilinéaire par rapport à x et y, ce qui fait
que sa seconde dérivée par rapport à y égale à 0. Donc deuxième équation vérifiée. Troisième équation, sigma zz est égal à 0 et aucune des contraintes ne dépend de z. Donc la troisième équation est vérifiée. Passons à la quatrième équation. Laplacien de sigma xy. Sigma xy. Donc sa seconde dérivée par rapport à y, parce que de Laplacien on dérive 2 fois par rapport à x, 2 fois plus 2 fois par rapport à y, plus 2 fois par rapport à z. 2 fois par rapport à x c'est 0, 2 fois par rapport à z c'est 0, mais 2 fois, quand on dérive 2 fois par rapport à y, on aura p sur i. P sur i. Plus, on dérive 2 fois, une fois par rapport à x, une fois par rapport à y, de sigma xx. Quand on dérive sigma xx une fois par rapport à x, ensuite par rapport à y, on aura moins py. Donc on a, pour la quatrième équation, on aura p sur i moins p sur i égale à 0. Donc la quatrième équation de Beltrami est vérifiée. Pour la cinquième et la sixième équation, on remarque qu'on a des dérivées par rapport à z et aucune des composantes ne dépend de z. Et nous avons aussi sigma xz est égal à 0 et sigma yz égal à 0. Donc ces deux dernières équations sont vérifiées. Donc nous pouvons dire que les équations de Beltrami sont vérifiées, ce qui implique que le champ de déformation qui va découler de ce champ de contrainte est compatible. Faisons le point sur l'état d'avancement de la procédure de résolution de ce problème, c'est-à-dire ce qu'on va voir, ce qu'on a fait et ce qui reste à faire. Pour le moment, nous avons vérifié les équations d'équilibre, les conditions en limite et les équations de Beltrami. Ce qui nous reste à faire, c'est déterminer le champ de déformation par le biais de la loi de comportement. On sait bien que ce champ de déformation il est compatible parce qu'on a vérifié les équations de Beltrami. À partir des composantes du tenseur de déformation, on va les intégrer afin de déterminer le champ de déplacement. Ce champ de déplacement, on va le déterminer complètement en satisfaisant les conditions aux limites en déplacement, c'est-à-dire sur la face qui est encastrée. Réponse à la troisième question. Détermination du champ de déplacement U de 1 et déduction de la déformée de la ligne moyenne. On sait que le vecteur déplacement ou le champ de déplacement, dans ce cas-là, on a les coordonnées U de X, U de Y, U de Z est égal à 0. Comme je l'ai signalé dans la précédente diapositive, on va commencer d'abord par la détermination du champ de déformation, epsilon, par le biais de la loi de comportement. Connaissant le tenseur de contrainte, on peut maintenant déterminer facilement les composants du tenseur de déformation. Epsilon xx, epsilon yy et epsilon xy. Les autres composantes sont nulles. Donc en appliquant la loi de comportement, on aura ces composantes-là. On remarque que epsilon xx correspond à la dérivée partielle de u de x par rapport à x. Epsilon y est égal à la dérivée partielle de u de y par rapport à y, et que epsilon xy représente la moitié
de la somme des deux dérivées partielles, u de x par rapport à y et de u de y par rapport à x. À partir de là, on va maintenant déterminer le vecteur déplacement ou le champ de déplacement. Commençons d'abord par epsilon xx. C'est la dérivée partielle de u de x par rapport à x. Donc on cherche u de x par une intégration de epsilon xx dx. On connaît epsilon xx, donc on va intégrer cette fonction. En intégrant cette fonction, on aura une fonction qui dépend de x plus une fonction f de y à déterminer plus tard. Epsilon y, c'est la dérivée partielle de u de y par rapport à y. Donc u de y, c'est l'intégrale de epsilon y dy. On va intégrer cette fonction par rapport à dy. Donc ça va donner cette fonction plus une fonction g de x qui dépend de x. On remarque que pour u de x, on a une fonction qui dépend de y, et pour u de y, on a une fonction qui dépend de x. Ces deux fonctions vont être déterminées à partir de la troisième équation epsilon xy. Nous devons maintenant continuer le calcul pour calculer les deux fonctions. La fonction f de y dans u de x et g de x dans u de y. Pour cela, nous utilisons cette relation. Epsilon xy est égal à 1 demi de la dérivée de u de x par rapport à y plus u de y par rapport à x. C'est-à-dire, nous devons dériver u de x par rapport à y, cette fonction. Donc, en dérivant, on retrouve cette composante. La dérivée. Et nous dérivons aussi u de y par rapport à x. U de y par rapport à x. U de y, on la dérive par rapport à x. On remarque que dans le terme u de x dérivé de u de x par rapport à y, on a la dérivée de f de y par rapport à y. Et dans le terme la dérivée de u de y par rapport à x, on a le terme, la dérivée de g de x par rapport à x. Comme on sait que par la loi de comportement, on a déterminé epsilon xy qui est égal à moins 1 plus nu p sur 2ei h au carré moins y au carré. Nous allons considérer maintenant toute cette équation et nous avons
nous allons plutôt séparer les termes contenant les variables x et y de part et d'autre de l'égalité suivante. C'est-à-dire nous allons, dans un membre, nous allons mettre les termes en x et dans le second membre, nous allons mettre les termes en y. Voyons, j'ai ici le terme en x, ce terme-là. Ce terme en y, il passe dans le second membre. Ce terme en y, il passe dans le second membre. Et vous avez ici le terme en x, il est là. Et vous avez aussi ce terme-là qui est donné par epsilon xy. Donc nous avons séparé les variables. Dans le premier membre, nous avons des fonctions de x et dans le second membre, nous avons des termes en y. Comme nous avons ici des termes en x, on peut dire que tout ce terme-là va d'abord simplifier. J'ai le 1/2 avec le 1/2. Donc ce terme sera égal dans le premier membre est égal à k. Et ce terme aussi, il est égal à k. Comme j'ai ici le moins, je mets ici moins k. Moins avec le moins, on va avoir un plus k. Et nous aurons maintenant deux équations différentielles à résoudre pour déterminer g de x et f de y. Calculons d'abord g de x. Donc p sur ei x, L moins x sur 2 plus la dérivée partielle de g de x sur dx égale à k. Nous allons intégrer pour calculer g de x. Donc en intégrant, on retrouve cette relation avec deux coefficients k et k1 qu'on va identifier plus tard avec les conditions aux limites en déplacement. De la même manière, reprenons là le deuxième membre de cette équation. Nu p y au carré sur ei sur 2 plus la dérivée de f de y sur dy plus 1 plus nu p sur 2ei h au carré moins y au carré est égal à moins k. Pourquoi je précise moins k? Parce qu'il y a un moins ici. Et on va calculer maintenant f de y. On détermine f de y à partir de l'intégration de cette équation. Donc f de y est égal à moins k y moins nu sur 2 p sur ei 3 sur 3 moins 1 plus nu sur eip que multiplie h au carré y moins y 3 sur 3 plus un coefficient k2. Le reste, c'est une intégration simple et on développe. La démonstration de l'intégration est clairement expliquée par l'affichage à l'écran. Nous retrouvons que f de y, elle se présente sous cette forme-là et qui va dépendre de deux coefficients. Un coefficient k qu'on a retrouvé pour la fonction g de x et un autre coefficient k2. Et cette fonction f de y, elle dépend de la charge P, du module de Young, de I et du coefficient de Poisson nu ainsi que de la hauteur h.
Par conséquent, le vecteur U de R est défini par trois coefficients K, K1 et K2, permettant de le déterminer complètement. Donc on a là U de X, ainsi que U de Y. Le calcul des coefficients K1, K2, K1 et K2, c'est-à-dire les trois coefficients, est effectué à l'aide des conditions aux limites en déplacement. Pour ce faire, on analyse la face encastrée, cette face qui est encastrée. On va déterminer les conditions aux limites sur cette face encastrée. Donc on va l'isoler. On sélectionne les points situés sur cette face dont les coordonnées sont distinctes. Et on va choisir des points. Donc on va zoomer cette face, on va la zoomer et on va choisir deux points dont les coordonnées sont distinctes. Soit le point O, l'origine des axes O, pour coordonnées 0, 0, 0, et un point A situé aux coordonnées 0, H, 0. Les conditions aux limites pour ces deux points vont nous permettre de calculer les coefficients K, K1 et K2. Détermination des coefficients K, K1 et K2. Donc, comme je viens de l'expliquer, ils sont déterminés à partir des conditions aux limites en déplacement. Pour cela, on a pris les deux points O et A. Au point O de coordonnées 0, 0, 0, le vecteur déplacement est égal à 0, c'est-à-dire U de X égale à 0, U de Y égale à 0. Donc on va remplacer dans l'équation de U de X, X par 0, et on retrouve, donc vous avez ça c'est 0, là Y aussi, KY c'est égal à 0, puisque la coordonnée c'est 0, 0, 0, là c'est 0, donc on aura K2 égale à 0. La même chose, U de Y égale à 0, on va remplacer X par sa valeur qui est égale à 0 en ce point O. Donc là c'est 0, là c'est 0 et là c'est 0. Donc K1 est égal à 0. Donc la condition aux limites U2 au point 0 est égale à 0. Elle nous a donné deux équations scalaires qui nous ont permis de calculer les coefficients K1 et K2. Il nous reste à calculer le coefficient K. Pour ce faire, on prend l'autre point, le point A de coordonnées 0, H, 0. On voit bien que dans ces deux équations, U de X et de Y, on ne peut pas prendre U de Y, puisque K, X, quand on prend le point A, Kx, X égale à 0. Cette équation ne va rien donner. Donc on va prendre l'équation U de X, où on a K qui multiplie Y, et Y est égal à H. Donc dans cette équation U de X, on va prendre U de X du point A. Ce point A a pour coordonnées X égale à 0 et Y égale à H. Donc X égale à 0, ça va donner 0. On aura moins KH plus PH sur 2EI, H au carré sur 3,
2 que multiplie 2 plus nu, moins nu, 1 plus nu que multiplie h au carré égale à 0. On va développer cette relation pour extraire la valeur du coefficient k. Donc on trouve que k est égal à moins ph au carré que multiplie 4 plus 5 nu sur 2 EI. C'est-à-dire que k dépend de la force P, de la hauteur h, du coefficient de Poisson nu, du module de Young E et du moment d'inertie I. Voilà, on a retrouvé maintenant les 3 coefficients. On peut les injecter maintenant dans les relations dans le vecteur déplacement en tout point, c'est-à-dire les composantes U de x et U de y. Ainsi, les composantes du vecteur déplacement U de m, c'est-à-dire les composantes U de x et U de y, sont entièrement déterminées comme l'indique l'affichage à l'écran. Déduction de la déformée de la ligne moyenne. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord la ligne moyenne? La ligne moyenne étant la ligne qui a pour équation y égale à z égale à 0. C'est cette ligne. Donc la poutre est représentée par cette ligne. On a le centre gravité G qui est situé à la coordonnée x est égale à L et on applique la force P. Donc ça c'est la ligne moyenne y égale à z égale à 0. Qu'est-ce qu'on appelle déformée de la ligne moyenne? Sous l'action de cette force P, cette ligne-là, elle va se déformer. La forme que va prendre cette ligne après déformation est appelée déformée de la ligne moyenne. Alors pour ce faire, on va représenter le déplacement U de Y, parce que c'est le déplacement suivant U de Y, en fonction de la coordonnée X. Donc il suffit d'avoir U de Y, comme Y est égal à 0, on va remplacer dans cette relation Y égale à 0. Et on aura l'équation de la déformée. Donc ce terme-là sera égal à 0. Il nous reste moins P h au carré, 4 plus 4 nu sur 6 EI, que multiplie x, moins P x au carré sur 2 EI, L moins x sur 3. C'est cette équation qu'on appelle équation de la déformée. Et on va tracer cette déformée. Voilà le tracé de cette déformée de la ligne moyenne. À l'extrémité de cette ligne, le point G. Le déplacement du point G le long de Y est appelé flèche. Donc la flèche, c'est 2 U de Y quand X est égal à L. Donc en remplaçant X par L, on va pouvoir calculer la flèche. Donc la flèche F à l'autre extrémité, c'est-à-dire on a l'extrémité O, on a un encastrement, l'autre extrémité c'est G. Pour la poutre X égale à L est donnée par cette relation. Et on peut déduire cette relation aussi avec les équations de la RDN. Comme vous voyez ici, on a déterminé la relation de la flèche avec les équations qui sont décrites par la mécanique des milieux continus. Avant de mettre fin à cette séance vidéo, permettez-moi de résumer la procédure à entreprendre pour résoudre un problème d'élasticité par la méthode des contraintes.
Comme mentionné en début de séance, l'objectif principal est de déterminer le champ de déplacement à partir du champ de contrainte. Pour cela, il est essentiel dans un premier temps de s'assurer que le champ de contrainte est statiquement admissible, c'est-à-dire qu'il vérifie les équations d'équilibre ainsi que les conditions aux limites. Dans un second temps, afin de garantir que le champ de déformation induit est compatible, il convient de vérifier qu'il respecte les équations de Beltrami. Enfin, les composants du tenseur de déformation sont intégrés afin de déterminer celles du vecteur contrainte. Les conditions aux limites relatives au déplacement permettent ensuite de calculer les constantes d'intégration et de définir intégralement le vecteur déplacement en chaque point de la structure considérée. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir et à bientôt.